j'y vais, t'inquiète. Bonsoir, du coup, on va vous parler de team topologie, on va vous raconter l'histoire qui est en train de nous arriver, le chemin qu'on est en train de suivre sur la transformation de nos équipes en suivant les principes de team topologie. La première fois qu'on a donné ce split tous les deux, donc c'était une répétition, on essayait de viser 20 minutes, on a fait 35 minutes, et ce qu'on nous a dit, c'était ralentissez le débit de parole. Du coup, si jamais vous commencez à vous servir des bières avant qu'on ait fini, profitez. Ah, ça va trop vite. Tu commences ? Oui, donc moi je m'appelle Fabien, je travaille chez Schneider Electric. J'ai démarré ma carrière comme un développeur informatique, consultant, et puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y en a qui faisaient ça mieux que moi. Donc je suis passé sur des fonctions plus de management, et je fais bosser des gens comme Xavier, avec le trouble autistique qui va avec. On avait dit que c'était un secret. Ouais, du coup, moi, je me présente régulièrement comme juste développeur back-end, parce qu'en fait, ce que j'aime faire principalement dans mon métier, c'est écrire du code. Et ça m'arrive qu'à cause de ça, on me donne... c'est bien. On me donne des casquettes du genre architecte ou des trucs un peu plus pompeux, mais voilà. Mon vrai métier, c'est développeur back-end chez Kaizen Solutions. Ok, donc c'est un retour d'expérience. Et l'histoire qu'on va vous raconter, c'est une acquisition qu'on a faite récemment chez Schneider, qui est une société dont le business, c'est tout ce qui tourne autour de la recharge de véhicules électriques. Donc c'est à la fois un opérateur qui va déployer des bornes le plus possible, et qui va aussi être un éditeur qui va développer une plateforme qui permet d'assurer la supervision de ces bornes. Donc, ils déploient des bornes, ils les opèrent, ils embarquent des clients, ils développent leur propre plateforme. Et cette plateforme-là, elle vient comme une solution en white label, de façon à pouvoir ramener plus de monde qui utilise leur plateforme et donc de la monétiser mieux. Ils sont basés aux US et maintenant qu'on les a rachetés, on veut les déployer en Europe. Donc, on gère à peu près 200 000 clients au sens où ce sont des propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent utiliser nos services. On a à peu près 20 000 bornes déployées dans le monde. Et c'est une société qui commence à avoir quand même pas mal d'expérience, puisqu'elle a été fondée en 2009. Et si jusque-là tout va bien, maintenant on va commencer à rentrer un petit peu dans les détails qui piquent. Si on regarde simplement les organisations engineering et produits, eh ben on est à peu près sur tous les continents. Donc on a des équipes en Inde, on a des équipes en France, dont Xavier fait partie. On a du product ownership au Portugal, parce que justement c'est ce qu'il y a de plus près des US quand on est en Europe. On a 2-3 développeurs disséminés aux 80 côte ouest aux États-Unis. On a un cluster de product owners au Canada. Apparemment, ça coûte moins cher. L'Inde aussi, ça coûte moins cher. Et le headquarter est en Californie. Et puis oui, aussi, j'ai oublié de le mettre, mais on a monté des équipes au Mexique. Sinon, c'était trop simple. Mais au moins, ils sont proches des Uruguayens. Quand on regarde la façon qu'a cette société de travailler, enfin qu'avait cette société de travailler jusqu'à présent, ils avaient identifié 6 axes produits stratégiques. Pour chacun de ces axes, ils ont identifié ou ils ont nominé un product owner et ils ont donné à ce product owner la responsabilité d'une équipe. Et à partir de là, le paradigme est assez simple. Tout ce qui tombe dans le backlog de cette équipe-là, l'équipe doit l'implémenter de bout en bout. Et c'est là que ça commence à devenir un gros bordel. On rajoute une équipe DevOps pour gérer tous les aspects de production, monitoring et ce genre de choses-là. Et on se retrouve, grosso modo, avec une organisation et une architecture qui ressemble à ça. C'est-à-dire que chaque équipe peut venir à n'importe quel moment travailler sur n'importe quelle partie du code si ça permet d'implémenter le feature demandé par le product owner. Donc ça a commencé à poser des gros problèmes. Déjà, il y avait un problème de stress et de pression sur les équipes, parce que quand on demande à l'équipe qui gère la flotte pour les besoins de leurs clients d'aller rajouter une carte de paiement dans la partie de la plateforme qui va gérer les transactions et la collection du revenu des utilisateurs, là l'équipe est sous stress. Parce que potentiellement, c'est le petit bug qui fait qu'on ne collecte plus d'argent. Et puis en même temps, on va leur demander d'aller faire des modifications sur l'application mobile. Et alors là, c'est un autre stress, parce que ce n'est pas le même langage, ça ne se compile pas de la même manière, ça ne se déploie pas de la même manière, ça ne se teste pas non plus de la même manière. La seule façon qu'on a eue de gérer ces problèmes-là jusqu'à présent, c'était qu'on a pris nos plus talentueux
senior tech lead. J'étais pas encore là. Hein? Ouais, mais c'est pas de risque. Et on a demandé à ces tech leads, typiquement, de revoir et de valider toutes les PR de tous les développeurs qui apportaient une contribution à la plateforme. Et là, ça devient complètement schizophrène. Puisque nos meilleurs tech leads, au lieu de produire du code sur des parties qui sont critiques, ils se mettaient en quatre à regarder du code en se disant est-ce que ça va pas avoir un effet de bord et nous péter un truc ailleurs? En plus, celui qui avait poussé sa PR, comme elle s'accumulait, parfois il mettait des jours, voire des semaines à avoir un retour. Excuse my French, c'était un gros merdier. Et donc, on s'est très rapidement rendu compte que, en plus, suite à l'acquisition de Schneider, il fallait qu'on accélère, parce qu'il fallait qu'on déploie en Europe, qu'il y avait des features qui étaient spécifiques à l'Europe qu'il fallait déployer, 2 plateformes à opérer, de la GDPR aussi à prendre en compte. Ça devenait plus scalable. Donc, il fallait complètement qu'on revoie le modèle organisationnel et opérationnel si on voulait pouvoir passer à l'échelle. Dernier problème, l'architecture aujourd'hui, quand on a commencé à s'intéresser au sujet, comme le code appartient à tout le monde, la réalité derrière, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout, il appartient à personne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une architecture Ghost, ça marche. Peut-être qu'il y a du code mort dans l'application, on en est sûr, on en a trouvé. Moi, je sais. On avait dit que c'était notre secret. Et typiquement, aujourd'hui, on est incapable de produire un référentiel d'architecture exploitable. Alors, pour info, on a de la traçabilité. J'ai essayé de jouer avec, je ne suis pas sûr de savoir ce que je graffe exactement, mais on en a. Il y en a qui savent. Bref, donc dans ce contexte-là, on a besoin de scaler. On a monté des équipes en Inde parce que ça coûte pas cher. On a monté des équipes à Mexico parce qu'on avait d'autres sociétés sœurs qui font partie de la même chaîne de valeur que cette société-là qui a déjà des gens là-bas. On a ouvert un site en Serbie. Alors là, le site, il est magnifique, donc ça n'a pas loupé. Ah, vous mettez toutes vos équipes là-bas? On va attendre un petit peu. Mais dans la mesure du possible, quand on essaie de monter des équipes, déjà, la première règle de base, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous est salutaire aujourd'hui, c'est qu'on évite d'avoir une personne à un endroit, on essaie au moins de monter des pods de 4 personnes. Un QA, 3 développeurs. Et dans la mesure du possible, on essaie de les colocaliser. Donc typiquement, on a monté un pod à Grenoble, ils sont 4. Un testeur, 3 développeurs. Et puis ensuite, un petit peu de pragmatisme, on essaie de traiter les problèmes quand ils viennent, et quand on traite un problème, on essaie de le documenter. Comme ça, les copains derrière peuvent en profiter aussi. Mais bon, ça ne résout pas tous les problèmes. Et c'est là que... J'arrive avec Safe... Non, pardon, Team Topology. Grosso modo, on est en juillet 2022, il y a Fabien qui arrive, qui me présente un peu tout ça, et on est dans l'étape où on se dit, chouette, on va... j'étais pas là, ils vont monter une équipe en France. Et moi, je dis, en fait, tous les problèmes que tu m'exposes, aujourd'hui, j'ai vu pas mal de cons, c'était Snowcamp, Alcraft, et j'avais une conf sur deux qui parlait du bouquin Team Topology. La petite histoire, je l'assume, j'avais pas lu le bouquin. Ça ne me l'avait pas dit. Oui, c'est un entretien quand même. Faut que tu lises ça. Et donc, du coup, je savais pas que j'avais démarré un engrenage qui allait continuer. En fait, ce bouquin-là, pourquoi il est important et qu'est-ce qui m'a apporté, en fait, moi, comme piste de réflexion, une fois que je l'ai lu, merci, en fait, c'est de se dire que faire une plateforme globale, un logiciel qui scale de manière mondiale, c'est super dur. Ceux qui vous répondent que c'est facile, soit ils l'ont pas fait, soit ils n'ont pas de produit, en fait. C'est en fait organiser les équipes autour de ce produit qui grandit de manière globale, c'est aussi très très dur. Et parce que la plupart des bouquins, qu'ils soient techniques ou organisation, ils vont se focaliser sur le management ou la technique, et ils vont jamais agréger les deux. Et parce que, comme je disais, en juillet 2022, ça c'est pourquoi on parle aujourd'hui, en juillet 2022, à l'époque, toutes les confs que je voyais sur Team Topology me disaient tous, ça c'est le chemin. Mais en fait, personne nous avait raconté qu'ils avaient suivi le chemin. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. 3 grands apprentissages dans Team Topology. Le premier, c'est de se concentrer sur les équipes. Issu du bouquin, une référence que j'ai pas lu, je vous le dis direct. Le document, donc c'est une recherche que Google a fait sur ses équipes. Ils sont arrivés à la conclusion que les individus qui constituaient l'équipe avaient moins d'importance que la dynamique de l'équipe en termes de production de valeur. Et en fait, c'est des choses qui se voient assez régulièrement. Des fois, dans des équipes, vous avez des développeurs, vous avez l'impression qu'ils codent pas. Mais en fait, juste par poser les bonnes questions, ils vont permettre à l'équipe d'avancer et d'aller plus vite.
Donc se concentrer sur les équipes, l'unité de production en informatique, ce n'est pas le développeur, c'est l'équipe. Du coup, quelques considérations autour de l'équipe. Il faut respecter les chiffres de Dunbar, donc grosso modo tout le monde le fait, c'est des équipes qui sont entre 5 et 10 personnes. Donc il faut qu'elles aient une durée de vie assez longue pour qu'elles aient le temps de construire une culture commune. Il faut qu'elles soient relativement diverses, donc on parlait en termes de compétences par exemple, front-end, back-end, DevOps, QA, etc. Et il faut qu'ils aient la continuité de préoccupation de leur logiciel. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la conception, il faut qu'ils aient le développement, il faut qu'ils aient l'opérationnel de ce logiciel. Et en fait, à la fin, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a qu'un seul cerveau. Une équipe a le nombre de cerveaux qui correspond au nombre de gens de l'équipe, plus ou moins gros en fonction des gens, mais bon, c'est pas le débat. Et grosso modo, il faut prendre en compte ça. C'est-à-dire que si vous mettez trop de responsabilités, si vous mettez trop de contexte, si vous mettez trop d'informations dans une équipe, elle n'arrivera pas à suivre, elle va surchauffer, et donc la production va s'effondrer. Alors, comment on fait pour mesurer qu'une équipe va bien et fonctionne bien? En fait, on va tout simplement leur poser la question. Ça paraît un peu simple, mais c'est peut-être la meilleure façon de faire. C'est est-ce que ce que je produis, est-ce que ce que je fais va avoir du sens et de la valeur? Et la partie psychologique, c'est est-ce que je me sens autorisé à échouer? Tout simplement. Et donc, assez simplement, on pose les questions. Comme toute question fermée, c'est oui, non ou je sais pas. Et grosso modo, on fait la somme, on met 0 pour non, 0,5 pour je sais pas, 1 pour oui. Et si on est au-dessus de la moyenne, on n'a pas trop de travail à faire, mais ça vaut bien de le préserver. Et si on est en dessous, là, il faut commencer à se poser les questions de la structure de l'équipe et du fonctionnement de l'équipe. On va parler performance, parce qu'à un moment, il y a toujours des gens qui nous disent « Ouais, mais il faut aller plus vite en production ». La performance, ça se mesure aussi. Aujourd'hui, il y a les Dora Metrics qui sont définis dans Accelerate, bouquin qui est référencé par Team Topology. Grosso modo, c'est à quelle fréquence vous déployez. Les élites performeurs, des fois, déploient plusieurs fois par jour. Combien de temps il vous faut pour qu'une idée parte du statut d'idée dans un backlog à c'est en production et c'est live up and running. Combien de fois, sur ce process-là, vous incluez une régression ou vous publiez un bug. Et plus important encore, au bout de combien de temps vous arrivez à réparer ce bug. Et donc, avec ces mesures-là, on est capable d'identifier si on a du travail à faire sur notre organisation ou pas. Deuxième enseignement principal de Team Topology, c'est la reverse Conway, la manœuvre de Conway inversée. Conway a fait son petit bout de chemin en IT, donc normalement tout le monde connaît un petit peu. Je vais le résumer pour qu'on soit tous sur la même compréhension. Grosso modo, ce que nous dit Conway, c'est que la structure de communication de l'organisation va être reproduite au moment de l'implémentation du produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, je veux bien qu'on débatte avec plusieurs bières sur est-ce que microservice c'était le bon terme, mais c'est après. Grosso modo, on décide qu'on a une architecture où il y a 3 microservices. Comment on va organiser nos équipes pour le faire? Si on décide de mettre une équipe front-end, parce que c'est ce qu'ils font très très bien, une équipe back-end, parce que c'est ce qu'ils font le mieux, et une équipe de DBA, parce que la base de données, c'est vraiment leur dada, ce que vous allez récupérer en sortie de cette organisation-là, c'est 3 produits. Vous allez avoir un front-end, un back-end et une base de données. Je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis que c'est la conséquence que vous allez avoir. Si à l'inverse, vous faites des équipes pluridisciplinaires, vous allez avoir une équipe avec un front-end, un back-end, un DBA. Peut-être que vous ne bénéficierez pas de l'intelligence collective de tous les front-end ou de tous les back-end entre eux. Mais par contre, vous allez garantir le fait que vous ayez 3 produits. Qu'est-ce que ça a comme principale conséquence? C'est que vous êtes capable de passer à l'échelle et d'augmenter votre nombre de produits beaucoup plus facilement. Vous n'allez pas rajouter des couches artificielles à votre application, là où vous allez pouvoir siloter vos services. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on se dit? Comment on fait pour trouver les bonnes limites de nos services au sein d'une architecture complexe? J'ai adoré que Franck mette une photo d'un tailleur de pierre, parce que c'est l'exemple qu'il donne dans le bouquin de Team Topology. C'est qu'en fait, les tailleurs de pierre, ils savaient exactement où mettre un petit coup de burin pour éclater une pierre et qu'elle parte en 1000 morceaux. En fait, ça, c'est des lignes de fracture naturelles dans la pierre. On va retrouver exactement le même principe en informatique. Les lignes de fracture naturelles, donc c'est DDD pour ceux qui ont entendu parler, c'est les bounded context qui vont permettre d'établir une fracture naturelle d'application.
Dans notre contexte, par exemple, on va avoir l'energy management contre le paiement, c'est une fracture qui a l'air naturelle. Répartir de la charge dans des véhicules branchés à des stations, ça n'a rien à voir avec récupérer l'argent issu de la transaction. On va avoir des problèmes de réglementation. Pour faire très clair, les Américains, quand ils déploient en Europe, ils découvrent quelque chose qui s'appelle la RGPD. Ça n'existe pas chez eux, et pas encore. Et du coup, là, ils se disent, ah ben mince, mais comment on fait? On a besoin d'un expert. C'est chez nous ce qu'on appelle un DPO. Mais effectivement, c'est une ligne de fracture naturelle. Il y a aussi tout un tas d'audits, par exemple dans le médical. Est-ce que vous êtes capable de valider que... bon, voilà. On ne fait pas de médical, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette métaphore. On va avoir du coup le changement de cadence. Donc, grosso modo, si on est sur un protocole qui est utilisé dans des firmware embarqués, typiquement les bornes de recharge, ce protocole-là, il ne va pas être mis à jour tous les jours. A l'inverse, votre app mobile, dès qu'elle a un bug, vous allez la mettre à jour, vous allez la corriger, vous allez changer l'UX, vous allez faire des tests AB, enfin bref, ça va inclure une fréquence qui sera différente et donc vous avez une ligne de fracture naturelle. La team location, on vient d'en parler. Le risque, effectivement, si le paiement ou l'energy management tombe, on a un plus gros problème que si le service qui génère des rapports mensuels détaillés de, je sais pas, comptabilité. Bon, c'est pas très grave, on pourra attendre 2 jours pour réparer le bug. Là aussi, on n'est plus capable de charger notre voiture, il y a des gens sur une aire d'autoroute qui ne seront pas contents. Et du coup, performance, un service peut prendre plus ou moins de place au sein de votre infrastructure. Les technologies, on en a parlé, grosso modo, un mec qui fait du mobile, il y a assez peu de chances Alors non, pardon, excusez-moi, je vais retirer ça parce qu'il y a des gens qui savent tout faire. Mais grosso modo... Faites une séparation, effectivement, développer un site internet, c'est pas pareil que développer un firmware pour un module d'IoT. Donc, notre app mobile ou la communication, le middleware qui va nous servir de connecter les bornes, c'est pas du tout les mêmes compétences. On a une fracture technologique à cet endroit-là. Et finalement, les user persona qui sont assez classiques, vous le savez tous les jours. L'interface d'administration du support client que vous avez en ligne quand vous avez un problème n'est pas du tout la même que celle que vous avez. Et donc, est-ce que ça serait pas un moment pour séparer en 2 produits différents ? Une fois qu'on s'est dit ça, en fait, on peut se poser des questions. Donc, on va prendre ces fractures, ces lignes naturelles de fracture, et en fait, on va se dire, là, je pense que j'ai une bonne idée pour faire un produit. Et comment on va valider que cette idée pour faire un produit, elle est bonne? On va tout simplement, encore une fois, une heuristique avec des réponses fermées sur lesquelles on a 3 réponses possibles, oui, non, et du coup, on va dire, est-ce que ça a du sens de faire ce produit-là? Est-ce que je suis capable de le vendre en tant que service public? C'est-à-dire que juste un service de répartition de charges, est-ce que même si je n'ai pas le paiement, je suis capable d'en faire un service que je pourrais vendre? Et donc, il y a ces 10 questions-là, je ne vais peut-être pas toutes les faire, je ne sais pas à combien de temps on est. Bon, si vous avez le temps avant la bière, je ne sais pas. Mais... Bon, bref, grosso modo, est-ce que vous êtes capable de construire une équipe indépendante? Est-ce que vous êtes capable de construire votre service indépendamment? Est-ce que vous êtes capable de construire cette continuity of care dont on parlait, qui est à dire de l'idée à la production et la maintenance de votre application? Et si, encore une fois, sur les questions fermées, vous avez une majorité de réponses positives, ou en tout cas vous êtes au-dessus de la moyenne quand vous additionnez les scores, c'est peut-être une bonne idée de séparer votre service. Ok, donc ça c'est le framework théorique. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que on a pris tous les gens qui étaient impliqués sur des problématiques de management, d'organisation dans la boîte. Tout le monde a lu le bouquin, et alors là, ce qui me concerne, j'ai passé des nuits à discuter avec eux, parce qu'il y a 9 heures de décalage, donc on s'adapte. Et on a commencé à imaginer comment est-ce qu'on allait pouvoir utiliser les plans de fracture pour isoler des équipes, donner du sens à ce qu'ils font, et puis potentiellement productiser la partie dont ils ont l'ownership, de façon à ce que ils ont ce sens, le sens de ce qu'ils font et de la valeur qu'ils produisent pour l'organisation. Donc en fait, on part toujours plus ou moins avec les mêmes équipes, en fait, mais on en a réduit ou restreint le périmètre. Et on a constaté qu'il y avait certaines zones sur lesquelles il y avait des chevauchements dans notre architecture. Pour chacune de ces zones sur lesquelles il y a ce chevauchement, cet overlap, on a pris les 2 équipes qui étaient de part et d'autre, et là on est en train de les faire travailler sur, on va définir une interface qui va permettre de complètement isoler, séparer nos codes. Et on est allé même un cran plus loin, puisque le but à terme, c'est que avant on avait un monorepo et tout le monde communiquait dans le même repo. Demain, chaque équipe va avoir son propre repo, son propre Confluence, son propre projet Jira.
Et une fois que le backlog est alimenté avec une user story qui est comprise par l'équipe, l'équipe va prendre l'ownership jusqu'au bout de l'implémentation de cette feature. Une des façons dont on a matérialisé ce travail avec les équipes, c'est par des meetings réguliers. Donc là, bon, faut avoir des bons yeux pour comprendre. Mais grosso modo, ce que vous voyez au milieu du diagramme, ce sont les principales features et capabilités, donc les fonctionnalités, dont l'équipe a l'ownership. En haut, on va demander à l'équipe de lister toutes les interfaces publiques, c'est-à-dire les interfaces que soit un partenaire va pouvoir consommer via une API, soit une interface web, mobile, on s'en fout, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. En bas, dans ce qui ressemble à une base de données, c'est toutes les données, ou comment est-ce qu'on dit? Bref, toutes les données dont l'équipe a l'ownership et qui sont considérées comme étant les sources of truth pour ce type de données-là. Ça veut dire qu'ils ont la donnée la plus fraîche. Si jamais on trouve la même donnée ailleurs dans le système, cette donnée-là doit être considérée comme une copie, donc potentiellement obsolète. Et puis à gauche, on va décrire tout ce qui va être les dépendances internes sur la plateforme. Les interfaces qu'on doit consommer pour pouvoir implémenter nos propres services, les interfaces qu'on doit mettre à disposition des autres équipes pour que eux-mêmes puissent implémenter leurs propres services, et aussi tout ce qui est relatif à l'asynchrone, c'est-à-dire tous les événements qu'on envoie et qu'on doit consommer. De l'autre côté, en bas, c'est tout ce qu'on pousse dans le data lake à des fins de data processing, et tout ce qui est dans le carré bleu sont toutes les dépendances externes, c'est-à-dire des services qu'on ne contrôle pas, qui ne sont pas sous la responsabilité de la société, mais avec lesquels on a une dépendance. La beauté du truc, c'est que quand vous faites ça avec toutes les équipes, enfin ça c'est encore un doux rêve, hein, on se revoit dans un an puis on en reparle, mais tout ce référentiel d'architecture qu'on n'avait pas jusqu'à présent, maintenant on a les équipes qui vont être capables, en définissant leur périmètre et les interfaces de leur périmètre, on va être capable de reconstruire cette vision globale. Et tout à l'heure je parlais du sens, et chaque fois qu'on fait une réunion avec une équipe, on discute de sujets particuliers, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, on identifie les choses dont il faut qu'on discute parce qu'apparemment ça appartient à personne, donc va falloir qu'on trouve des solutions. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend les 5 dernières minutes pour demander à l'équipe de réfléchir sur le mission statement de l'équipe. Quel est le but, la mission de l'équipe au sein de la plateforme? Et à chaque fois qu'on va enrichir la définition de ce périmètre, ce qui est dedans, ce qui est à l'extérieur, on va raffiner aussi le mission statement de l'équipe. Du coup, aujourd'hui, bon, c'est une version un petit peu édulcorée. Mais là où avant, on avait nos 6 axes stratégiques et puis un gros, excuse my French, merdier au milieu, maintenant, on arrive à structurer et organiser les équipes autour de niveaux de compétences et de services qui commencent à être bien définis, bien isolés, et qui permettent de rendre l'architecture beaucoup plus lisible que ce que ne l'était avant. Et là, il y a de nombreux bénéfices en termes d'organisation, de planification du travail, d'allocation des ressources. Et voilà, ça on se revoit dans 3 ans pour vous dire où est-ce qu'on en est. Et le troisième enseignement de Team Topology, en fait, c'est de se dire que toute communication n'est pas bonne. En fait, on peut surveiller la communication qu'on a au sein de notre entreprise pour l'identifier. Et en fait, au-delà de ça, on va être capable de la canaliser. On va être capable de se dire, telle équipe va communiquer avec telle autre. En définissant des interfaces. C'est un système très classique qu'on a tous avec nos services IT qui consiste à mettre un ticket à l'IT et ça sera traité à un autre moment. En fait, ça, c'est une interface de communication avec une équipe avec laquelle on travaille. Team Topology, en fait, dans son livre, il nous explique qu'il y a 4 topologies d'équipes et qu'on peut représenter toutes les organisations. Et Unfix est basé là-dessus, sur ces 4 topologies. Et c'est un peu faux, moi je trouve que c'est 3,5, mais on va y venir. En gros, il y a les équipes Streamline qui sont sur la production de valeur. C'est-à-dire qu'on va mettre une équipe sur un produit, on va leur dire produisez ce produit, ajoutez de la valeur, ajoutez de la valeur, ajoutez de la valeur. Il y a les équipes Enabling Team qui vont en fait avoir des compétences particulières, des compétences que les autres équipes n'ont pas. Et ils vont ils vont être capables d'apporter cette compétence dans les équipes. Et surtout, ce sont des équipes éphémères. Une fois que la compétence est transmise, ouais. Je parle des collaborations après. Je te laisse parler, Patrick. Merci.
complicated subsystem. Je le parlais tout à l'heure, je parlais de middleware, IoT, ou de choses comme ça. En fait, si on me demandait demain de réimplémenter la stack TCP, j'y arriverais jamais. Et ça, en fait, c'est un travail qui demande une expertise très très pointue. Et donc, en fait, c'est pareil, si on me demandait d'entraîner un modèle d'IA et de le mettre en prod, vous allez avoir peu de chances que j'y arrive facilement et que ce soit bien fait. Et donc, en fait, ces modules vraiment très spécifiques, très très compliqués, on va les donner à des équipes d'experts qui sauront très très bien faire ce travail-là. Et finalement, c'est là où je disais qu'il y avait, c'était peut-être pas 4, mais 3,5, parce qu'en fait, ils ont renommé même entre le bouquin et la version en ligne, c'est le Platform Group. En fait, ce qu'ils appellent Platform Group, ça va être l'équipe qui est censée vous fournir toute l'infrastructure qui vous permet de travailler. Donc ça va être des mecs qui vont vous déployer des VM, ça va être des mecs qui vont vous installer des ESX, ça va être des mecs qui vont vous passer des licences, ça va être tous ceux en fait qui sont là pour faire en sorte que vous puissiez faire votre travail. Et en fait, quand on creuse un petit peu, pourquoi ils appellent ça Platform Group, c'est parce que dans les grosses organisations, quand on va demander du provisioning, en fait, on va avoir un service qui va gérer le niveau 1, puis qui va dispatcher ça à une autre équipe. Et donc, en fait, la représentation d'un platform group, c'est plus un niveau de zoom dans lequel on va avoir une autre vision produit et un autre assemblage d'équipes. Et en fait, ces 4 équipes-là, ils vont être capables de communiquer, de collaborer ensemble en suivant 3 patterns de communication. Et encore une fois, avec les 4 équipes et les 3 patterns, on devrait être capable de représenter la plupart des organisations. Grosso modo, 2 équipes qui travaillent main dans la main, ensemble, potentiellement dans la même pièce, vont être en train de collaborer pour arriver au résultat. Une équipe qui va utiliser le service d'un autre va utiliser en fait l'équipe X as a service en se disant en fait vous me fournissez ce service-là, et je vous demande ce service-là et je vous envoie des tickets quand ce service n'est pas délivré. C'est un fonctionnement qu'on utilise tous les jours quand on utilise un third party ou un service en SaaS déployé dans le cloud. Et la partie facilitation qui est, typiquement on parlait de l'enabling team. Et l'enabling team va faciliter une stream-align team à acquérir une nouvelle compétence. Par exemple, la stream-align team ne sait pas déployer quotidiennement en production avec Kubernetes et Helm. Et l'enabling team qui a cette compétence-là va les accompagner pour les mettre en place leur pipeline et les emmener à l'indépendance. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ces 4 modèles et ces 4 topologies et ces 3 modèles d'interaction entre les équipes? Ça permet de les représenter et surtout de planifier les changements. Donc, alors, j'ai pas mis les noms exacts de nos équipes, mais ça correspond à ce sur quoi on travaille, en version aussi simplifiée. Mais on avait une équipe où on n'avait pas vraiment été capable de dire c'est quoi leur topologie, c'est l'équipe DevOps. En fait, ils faisaient un peu d'infrastructure, ils faisaient un peu de build, ils faisaient un peu d'ops, on ne savait pas trop. Et on avait 6 équipes qui étaient en collaboration constante sur une même plateforme. Et en fait, comment on mange un éléphant? Par petits bouts. En fait, on s'est dit, on va créer une plateforme, une équipe qui va s'occuper de tout l'aspect cloud provider, une équipe qui sera les archis, les tech leads, qui vont faciliter la séparation des autres équipes. Et donc, on voit sur le niveau 2 que l'équipe d'architecture aide l'équipe 5 et 6 à devenir indépendante pour que, au schéma d'après, on ait les équipes 5 et 6 qui sont indépendantes, qu'on ait réussi à monter une complicated subsystem et que l'équipe d'architecture puisse s'intéresser aux autres équipes pour leur donner cette indépendance-là. Ok. Donc c'est un projet qui est en cours, une transformation qui est en cours. Cela dit, ce qu'on retire de cette expérience, c'est que c'est une opportunité de complètement repenser son architecture. Et ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une organisation qui va refléter la communication qu'on va avoir entre les équipes. Et si maintenant on a chaque équipe qui a l'ownership d'un bout de l'architecture globale, c'est bien s'il y a tout qui est cohérent. Il faut donner du sens à ce que font les équipes. Et quand on va identifier un périmètre et dont on va donner l'ownership de ce périmètre à l'équipe-là, avoir une véritable réflexion produit qui aurait son propre cycle de vie. Ce qu'on dit au jour aux équipes, par exemple l'équipe qui gère le paiement, c'est ce que vous faites c'est super, par contre quand vous définissez votre périmètre, essayez d'imaginer que demain, c'est le concurrent de l'autre côté de la route qui dit moi j'ai pas de solution pour aller facturer mes clients, est-ce que je peux utiliser la vôtre? Et ça permet de travailler et de changer pas mal de choses dans la façon dont l'équipe aborde ces sujets. L'ownership est super important. Alors on les menace un petit peu, on leur dit maintenant vous êtes en charge de tout. Donc si jamais vous écrivez des bugs la journée et que ça plante pendant la nuit, moi je vous appelle. Et puis ce sera dimanche à 4h du mat.
rien à foutre. Donc il faut vraiment leur faire comprendre que c'est important qu'ils aient cet ownership-là et surtout de leur donner les moyens d'exercer cet ownership. Surveiller les communications, qui parle à qui, comment, pourquoi, parce que peut-être que ça peut mettre en exergue des problèmes d'organisation, de team topologie. Mais on a vu qu'on était capable de modéliser, donc on est capable aussi d'anticiper sur les prochaines évolutions. Mais par contre, ce n'est pas la balle magique. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. S'il y a quelque chose qu'on est en train de réaliser, on est dans le dur là, actuellement, c'est qu'on ne change pas qu'une architecture, on va changer une organisation, mais on va aussi changer une culture, des cultures. Le travail et les responsabilités telles qu'elles étaient exercées jusqu'à présent changent complètement. Notre principal challenge avant reposait sur les épaules des super seniors tech leads qui passaient leur temps à revoir toutes les PR en se demandant si ça n'allait pas avoir des effets de bord de l'autre côté de la plateforme. En simplifiant les périmètres, quelque part, on les a libérés et puis ils peuvent faire à nouveau des choses intéressantes. Mais la complexité, elle, n'a pas disparu. Et aujourd'hui, cette complexité-là, elle se retrouve transposée en amont sur tout ce qui va être la coordination des équipes entre elles. Et là, peut-être que Safe peut aider par rapport à ça. Parce que là où on avait une équipe qui pouvait prendre l'ownership qui pouvait prendre la responsabilité d'un développement de bout en bout, maintenant, potentiellement, ça va être 4 équipes qui vont contribuer à ce même requirement. Donc, il va falloir les coordonner, va s'assurer que ça marche. Et ça sera une autre histoire, on se revoit l'année prochaine. Je vous remercie. Et juste un petit mot, parce que je m'en suis rendu compte en fait en préparant. En fait, ce qu'on se dit dans Team Topology, ils le disent, et ça c'est la partie qui était vraiment compliquée, c'est qu'en fait ça dit que si vous devez mapper votre organisation sur votre architecture, ça donne du pouvoir managérial aux architectes. Et ça fait bouger des mentalités et ça demande un peu de travail. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des débats dans des équipes de 5 personnes pour avoir un consensus, c'est pas facile. Sur une organisation de 60-70 personnes, ça prend encore plus de temps. Et donc tout le travail et toutes les itérations qu'on peut faire sont basées là-dessus. Et merci. On peut faire ça une bière dans la main aussi. Alors, maintenant, posez vos questions. Mais ils ont plus envie maintenant, Canadien. Ah. Charlène arrive. Cette réarchitecture justement des équipes et tout ça, c'est venu de quel niveau en fait? Plutôt bas, plutôt haut? Ou est-ce que ça a été compliqué ou pas de dire on a besoin de temps pour se réorganiser et ça va ralentir la production, mais derrière ça vaut le coup? Alors ça vient du haut. Un des autres problèmes endémiques qu'on a, c'est que la plupart des équipiers, des ressources avec lesquels on travaille sont des prestataires. J'ai rien contre les prestataires, moi personnellement je les adore. Merci. Hein. Mais en fait le sujet c'est le suivant. Donc il y avait ces 6 axes produits stratégiques. Un product owner, son équipe. Et quand on est prestataire, grosso modo on a envie de faire plaisir aux clients. Hein, c'est ce qu'on veut faire tous les jours si on veut vivre heureux. Donc c'est pas nécessairement faire ce qui est juste. Et du coup, il y avait une telle emprise du produit sur l'engineering que je pense qu'on a eu une chance sur 1 million. Comme tu prends n'importe quelle exoplanète, tu te dis, il y a une vie intelligente dessus. Le fait que ça ait marché, je pense que c'est à peu près les mêmes ordres de statistiques. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec des équipes en Ukraine qui étaient 20 sur le même site, qui étaient... Alors jusqu'à il y a 30 minutes, je pensais qu'ils étaient super bons, mais Xavier me dit que non. Tu balances comme ça, quoi. Mais non, ils sont très engagés, très comités, et en fait, ils résolvent les problèmes avant que nous-mêmes soyons au courant. Donc voilà, on a eu cette chance-là qui fait que on est arrivé à quand même faire développer et avancer la plateforme. Là où on a vraiment vu qu'il y avait un problème, c'est quand on a voulu passer à l'échelle.
Et là, effectivement, c'était problématique. Mais grosso modo, si vous êtes prestataire et que la tête que vous voyez tous les jours, le plus souvent, c'est le product owner qui vous demande de cravacher hyper rapidement, vous allez faire plaisir au product owner. Donc là, c'est quelque chose aussi sur lequel on est en train de travailler, de changer, en émettant des règles, pour pas dire des fatwas, parce qu'on ne va pas fouetter les gens non plus. Mais voilà, il faut qu'on arrive à élever le niveau de maturité. Maintenant, le boulot, c'est de faire les choses bien et pas nécessairement vite. Et bon, c'est un petit peu dur avec le produit aussi. Merci. Je t'en prie. Ah. Est-ce que vous utilisez des outils pour maintenir cette topologie? Parce que là, on fait un premier état des lieux à l'instant T, mais en fait, le ownership, c'est quelque chose qui change. Est-ce que vous silotez les interfaces et les services que vous exposez pour pouvoir les refiler à une autre équipe? Est-ce que c'est quelque chose de déjà prévu? C'est un peu tôt pour le dire. Alors, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il y a sûrement un moment où on va être obligé de tester des API, justement, en fait, sortir des équipes indépendantes, ça va demander un peu de rigueur. C'est ce qui est toujours demandé, en fait, c'est que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le bouquin, hein, c'est qu'en fait, il faut une rigueur d'ingénierie et des pratiques d'ingénierie qui sont plutôt à l'état de l'art. Donc ça va sûrement passer par du contract testing, ça va être par des services qui sont déployables indépendamment, où en fait on va peut-être pouvoir transférer juste l'ownership du service à une nouvelle équipe, ou alors séparer un bout du service en disant bah voilà, l'API on la casse en deux, il y a la moitié qui part à droite. Et en fait aujourd'hui c'est déjà un truc qu'on a notamment sur ce qu'on a, c'est sur payment et energy management, on fait de l'optimisation de charge par rapport au coût de l'électricité. Et le paiement se base sur le coût de l'électricité pour faire des factures. Et en fait, aujourd'hui, c'était dans un bout de code qui était commun. Et en fait, on est en train de le sortir, on est en train de le déployer comme service indépendant. Et va savoir, la responsabilité est tombée sur l'équipe qui gère l'energy management. Mais c'est un débat interne et encore une fois, c'est un consensus à trouver. Mais du coup, en fait, on est sur plutôt cette organisation-là en se disant, en fait, une fois qu'on a notre module avec le niveau d'atomicité qu'on aura choisi, on va pouvoir le transférer d'équipe. Et peut-être qu'une équipe n'aura qu'un seul module en responsabilité, peut-être qu'une équipe en aura plusieurs. Ça sera en fonction de l'architecture et de la taille et de la compétence des équipes. Et il n'y a pas d'outil. Oui, si, ça y répond un peu, mais effectivement, je cherchais un outil pour maintenir la traçabilité de cette topologie à l'échelle d'une organisation. Ah, alors si c'est la représentation, là on utilise Draw.io et il y a des librairies sur toutes les formes qu'il a montrées tout à l'heure. Non, après ce sont des outils standards en fait, mais par contre maintenant on s'attache vraiment à utiliser ces outils-là pour rendre un maximum de choses visibles. Et dans les outils qu'il faut faire monter en maturité, parce que typiquement on veut que toutes les équipes gèrent leur propre monitoring et montent leur propre dashboard. Là, il faut qu'il y ait de la préparation qui soit faite avant. Et puis la première équipe qui va s'y coller, donc là, Xavier va se coller sur tout ce qui est les aspects CI/CD et déploiement, infrastructure as a code. Je dis, mon grand, maintenant tu documentes parce que tu es en train de préparer le terrain pour les équipes qui viendront après. Donc c'est plus de la méthodologie que de l'outillage. Et pour botter en touche, je pense que c'est un problème qu'on aura demain. Ah, il y a une autre question à côté, c'est bon? Ok. Est-ce que toutes les équipes sont au courant des changements qui sont en cours? Est-ce que c'est toujours bien accueilli? Oui. Oui. Merci. Deux questions, deux oui. Non, mais pour avaliser dans ce sens, je veux dire, quand on demande à une équipe de prendre des responsabilités, de définir la façon dont ils veulent travailler, de pouvoir potentiellement développer leur propre méthodologie en interne, qu'on les challenge, et moi ce que je dis c'est qu'on les stimule aussi, généralement ça répond favorablement.
Puis après, on n'est pas des bêtes non plus, quoi. Si ça leur plaît pas de travailler comme ça et qu'ils ont plus une vision administrative de leur relation au travail, attends, je suis en train de dénigrer là. Ok, pourquoi pas, on accepte, mais quelque part, oui, on a des retours qui sont très positifs. Par contre, moi, mon travail en tant qu'engineering manager dans cet environnement-là, c'est de créer les conditions pour que ils puissent tester, apprendre et puis vraiment prendre l'ownership. Et le Graal, c'est quand on le mettra en position, même en étant prestataire, de dire au product owner non. Ou alors non, enfin oui, mais on va pas le faire comme ça. Et non, ça répond très favorablement. Ouais. Je vois qu'il y a une question. Tiens. Non, je t'en prie. Alors j'ai une question qui est un peu sur l'historique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est Kaizen Solutions qui travaille sur ce sujet-là? Et le subsidiaire, c'est Xavier a tout le temps de coder pendant ce temps-là. En fait, moi, je suis le gars qui est arrivé pour chatouiller un peu Fabien. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en disant, il y a un bouquin que j'ai pas lu, dont tout le monde parle en conf, est-ce que ça te dit pas qu'on joue avec ça? En fait, j'ai une part assez... au-delà d'émettre des idées, de discuter avec les équipes d'archi et les équipes techniques pour voir comment on y va, toute la partie organisationnelle, transformation du produit est plutôt gérée par ma droite. Sur Team Topologie, à part les slides, les discussions au café, il n'y a rien fait. Il faut qu'on soit d'accord. Hein. Et je me suis présenté comme mec qui code, donc ça va. Ouais. Et encore. Ouais.